Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qui a fêté ses 40 ans cette année, comme un autre d'ailleurs de son réalisateur Richard Donner, hein. Rappelez-vous, il y a quelques semaines j'évoquais les Goonies, mais avant, il avait donc fait Ladyhawke. En version française, on rajoute un petit truc derrière, La femme de la nuit. Oui et non, le titre est un peu ambigu, et il s'agit d'une œuvre d'aventure, un film de fantasy, fantastique donc, le genre de long métrage qu'on ne fait plus vraiment à Hollywood depuis, on va dire, l'apogée de la trilogie Le Seigneur des Anneaux et la trilogie Le Hobbit derrière. Il faudra que je les évoque un jour, celle-ci. Ouh là là, gros morceau. Et il faut préciser quand même quelques petites choses autour donc, de cette œuvre qui a été co-scénarisée par plusieurs gens. Donc, par exemple, Tom Mankiewicz, qui est le fils de ce grand réalisateur que l'on connaît, qui a lui-même été réalisateur, mais aussi en off, parce qu'il n'est pas crédité, chapeauté par un certain David Webb Peoples, un Australien, qui d'ailleurs sera réalisateur d'une sorte de spin-off de Mad Max, avec l'acteur principal ici, enfin l'un des deux acteurs principaux que nous avons là, Rutger Hauer. Et ce Webb Peoples avait aussi co-scénarisé Blade Runner. Voilà. Est-ce que c'est lui qui a un peu imposé la présence d'un Rutger Hauer qui n'était pas prévu à la base, un grand acteur néerlandais? Je ne sais pas. Qui la même année d'ailleurs avait fait La chair et le sang. Qui n'a rien à voir, mais qui est un peu dans un même domaine, si vous voulez, hein, temporel. À ses côtés, l'autre acteur principal était tout jeune à l'époque, Matthew Broderick, qui avait été révélé dans War Games et on est avant Ferris Bueller, dont je parlerai probablement l'année prochaine. Et le rôle féminin principal est interprété par Michelle Pfeiffer, que l'on voit surtout de nuit. Ah oui, la femme de la nuit, du coup, oui, si vous voulez. Alors il y a Alfred Molina aussi qui passe un petit coucou, il n'est pas encore très très connu à l'époque, mais il avait quand même pas mal de second rôle important dans sa carrière. Ensuite aussi les présences de Leo McKern et pour le rôle du méchant, John Wood. Voilà. Et donc ça se passe quelque part au XIIIe siècle en Europe. C'est assez terre à terre hein, pour du fantastique, sauf la malédiction qui va toucher un couple, les amants maudits. D'un côté, alors il faut que pas que je me trompe sur les noms, ça reste un Ciné Critique, hein, Étienne Navarre, l'homme, et Isabeau d'Anjou, la femme. Sauf que ce couple ne peut jamais être ensemble. Enfin, ils sont tout le temps ensemble, mais toujours séparés. Car, et bon, ça c'est une malédiction qu'on apprend un peu dans le premier tiers du film, il n'y a pas de spoiler, le synopsis l'évoque. Le jour, l'homme est un homme, la femme est un faucon, Ladyhawke. La nuit, la femme est une femme, et l'homme se transforme en loup. Le faucon et le loup, ça aurait pu faire une belle fable de Jean de La Fontaine. Et au début du film, un troisième larron, surnommé la souris, alors ça fait beaucoup d'animaux quand même, une sorte de petit voleur sans grande envergure et sans grand honneur, il le dit lui-même, hein, il y a presque des monologues face caméra, enfin, du moins au spectateur. Ce personnage joué par Matthew Broderick s'échappe d'un cachot, par un trou de souris, avec littéralement l'allégorie d'une nouvelle naissance. Enfin, c'est pas une allégorie, c'est dit directement frontalement. Le film est assez bavard. Bavard surtout d'ailleurs. Hein. Ça reste un film hollywoodien qui explique tout. Et il va être sauvé par Étienne Navarre, qui voit en lui un signe de Dieu, ça peut être son ange gardien. Mais Philippe Gaston, donc le vrai nom de la souris, du voleur, ne voit pas ça d'un bon oeil. Il n'a pas envie vraiment d'aider. Voilà. Il n'a pas d'honneur, il le dit, il continuera à voler. Lui aussi, il est croyant, pourtant, il s'adresse souvent à Dieu. C'est un film qui brasse, on va dire, des thématiques propres à l'univers médiéval. Et de fil en aiguille, on apprend que Étienne Navarre veut se venger d'un évêque qui a causé cette malédiction, se venger jusqu'à le tuer, mais attention, compliqué. Il y a un moine un peu alcoolique, là, Imperius, qui veut pas trop que ça aille jusque-là, parce que s'il tue l'évêque, la malédiction sera éternelle. Il faut trouver un moment particulier. Peut-être pas entre chien et loup, ou entre faucon et loup, si vous voulez, mais un moment où le jour sera la nuit le jour, un jour sans nuit, ou une nuit sans jour. Comment est-ce possible? Je ne vous en dis pas plus. Mais bon, c'est assez évident quand même. Et autre particularité du film, c'est ce que je voulais dire au début, j'ai failli l'oublier, la BO est co-composée par, de toute façon, par deux membres du Alan Parsons Project, un grand groupe de prog rock hein, que j'aime beaucoup. Alan Parsons lui-même en réalisateur artistique arrangement, et celui qui compose vraiment, c'est Andrew Powell, son acolyte.
Et ça sonne vraiment à Alan Parsons Project, ce qui est très étrange dans le contexte de ce film. Mais ça donne une ambiance particulière. C'est un film atmosphérique aussi, Lady Hawk, qui a cette linéarité assez simple, son côté un peu décalé entre drame tragique, un peu grandiloquent, et un humour, notamment comic relief, hein, si vous voulez, hein, de la souris. Mais on mélange un peu ces genres-là, propres aux années 80, j'ai envie de dire, ça passe. Et il y a quand même un univers artistique derrière, avec une photographie réfléchie, avec quand même Monsieur Vittorio Storaro, qui a fait beaucoup de films pour Francis Ford Coppola, et parfois, ou Bertolucci, et ça se sent. Il y a quelque chose qui fait qu'on voit, voilà, sur ces éclairages-là, focus sur le soleil, couchant ou naissant, évidemment, on joue beaucoup là-dessus. Et sur quelques couleurs qui bavent un petit peu quand ça doit être le moment. Notamment justement sur les jeux de lever et de coucher de soleil. Après, c'est pas mémorable, hein, mais il y a quand même quelque chose qui est plutôt sympathique dans l'ensemble. D'ailleurs, c'est pas le film le plus cité dans la filmographie de Richard Donner, il est un petit peu oublié même. Mais c'est quand même dans une mode d'époque. La même année, il y avait Legend de Ridley Scott, qui est très différent. Fantasy, mais assez autre, avec une histoire quand même, hein, de romance, bien sûr. Voilà. Et 3 ans après, il y aura Willow, qui sera plus créature dans les fantaisies. Là, il n'y a pas de créature. Il y a des animaux et des hommes. Bon. Une souris et des hommes aussi, si on veut. Et donc cette idée de magie noire là qui aurait créé quelque chose. Bon. Mais c'est vrai que le début est très bien, avec ce côté un peu aventureux. On s'échappe d'une prison, après il y a des petites poursuites à cheval, tout ça, côté mystique. Et puis dès que tout est vraiment révélé, après ça traîne en fait. Hein. Et puis quand on a des révélations explicatives, notamment par le moine, bon, ok, ça manque peut-être ici de langage visuel pour faire vivre, on va dire, l'univers et les révélations autour. C'est assez factuel et facile. Tant et si bien que justement, arrivé à la deuxième partie, bon, tu t'es impliqué un peu quand même sur les personnages, la dramaturgie. C'est pas que tu lâches prise, mais tout paraît moins intéressant, je trouve, et moins intense. Quand bien même, les acteurs sont bons. Alors, le meilleur pour moi, c'est Rutger Hauer, qui a toujours été extraordinaire. C'est un grand acteur européen, qui a une immense carrière quand même, malgré lui. Ou pas malgré lui, malgré tout plutôt, parce que c'est vrai qu'on le cite pas assez, on pense surtout à Blade Runner, mais il a fait quand même une paire de films passionnants. Hein. Celui-ci, certes, évidemment, La chair et le sang, beaucoup de films avec Paul Verhoeven, enfin, certains. Mais il n'a pas eu peut-être la reconnaissance qu'il aurait mérité d'avoir au-delà de son rôle de répliquant, hein, tout simplement. Il y a aussi Hitcher, que peut-être je me ferai l'année prochaine, parce que c'est vrai qu'il est sorti en 86, j'ai jamais vu celui-là. Enfin, j'ai vu des extraits, mais j'ai jamais vu en entier. Donc oui, c'est lui qui crève l'écran. Michel Pfeiffer, j'aurais bien aimé l'avoir plus. Le problème, c'est que le film la laisse vraiment de côté. C'est dommage, parce que jour et nuit, à la rigueur, si vous équilibrez, on la voit un peu plus dans la deuxième partie, c'est pas trop ça. On s'intéresse plutôt à la relation entre la souris, le voleur, et le noble chevalier Étienne Navarre, qui très vite finalement livre tous ses secrets et toutes ses ficelles du ouais, tu vas m'aider, non peut-être, et puis finalement on va s'associer et puis ça va le faire quoi. Bon, il y a le personnage du moine un peu alcoolo là, oui, bon, si on veut. Puis finalement le méchant est très en filigrane, on le voit un peu au début, on le voit un peu à la fin. Il y a aussi Princess Bride à l'époque, hein. Moi j'ai pensé à ça à certains moments, alors, surtout son bras armé si vous voulez, marqué, joué par Ken Hutchinson, plutôt lui, il me fait penser à un personnage à la Princess Bride quoi. Mais sinon, voilà, c'est pas mémorable. Ça reste quand même un film intéressant à voir et à découvrir sur le tard. Dans une ambiance atmosphérique de cinéma, comme je le disais plus ou moins en intro, qu'on ne voit plus. Il n'y a plus de production comme ça en salle, ou très peu. Peut-être en animation, ça passe. Mais en live action, dans cette idée-là, c'est vrai que c'est complètement passé de mode aussi. Ça reviendra peut-être un jour. Donc il y a un cachet assez historico, je dirais pas nostalgique, parce qu'il n'y a pas de nostalgie là, d'autant plus que je découvre le film sur le tard. Et j'ai jamais été ultra fan de l'univers fantasy au cinéma. Évidemment, comme tout le monde, j'adore hein, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, et puis les Hobbits, bah... et quand je viendrai sur ce point-là, voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde, je sais pas. En les revoyant, ça sera peut-être mieux dans mon esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un petite découverte sympathique, les Lio, qui s'analyse pas plus que cela. Si ce n'est quand même sur l'univers visuel, parce que certes, ça peut être bavard et tout, mais quand même sur les décors et le côté nature, on voit qu'il y a eu un vrai travail entre Richard Donner et notre cher Storaro. D'ailleurs, Donner coproduit, donc il avait quand même chapeauté le projet, mais je pense pas que c'est le film dont il s'est le plus souvenu finalement dans sa carrière, bien sûr.
N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci, donc de ce Lady Hawk avec un E à la fin. Petit rajout bizarre, mais pourquoi pas. La Dame Faucon, ça, on a évité ça en français. Même les Québécois n'ont pas osé la Dame Faucon. Pour eux, c'est la femme de la nuit, c'est tout. Voilà. Donc, à vous la parole. Dites-moi si vous avez des souvenirs avec ce film, s'il fait partie de vos donneurs préférés ou non, ou de vos films fantasy préférés de cette époque. Voilà. Vous avez la libre parole ci-dessous en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!